Bonjour et bienvenue sur 54 One. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Badis Diab. Il est jeune entrepreneur, ex-footballeur et aussi président d'une fondation humanitaire. Bonjour Monsieur Badis Diab. Bonjour Nesrine. Parlez-nous un petit peu de votre parcours. Écoutez, moi j'ai commencé par le football. J'ai commencé à l'âge de 15 ans, j'ai intégré l'AS Saint-Etienne qui est considéré comme l'un des plus grands centres de formation en France, où j'ai eu un cursus très classique et j'ai signé mon premier contrat professionnel à 18 ans. Et puis ensuite, j'ai un peu voyagé un peu partout aux États-Unis, en Asie, en Europe de l'Est. J'étais à la recherche, on va dire, d'une stabilité dans le football. J'ai jamais réussi finalement à m'imposer comme un joueur de haut niveau. Et puis comme vous le savez, il n'y a pas de CDI dans le football, donc du coup c'est que des petits contrats. Et puis à 20 ans, j'ai décidé d'arrêter pour me lancer de l'autre côté, on va dire, du football, qui était plutôt l'aspect business, l'aspect management. Aujourd'hui, vous êtes entrepreneur, jeune entrepreneur. C'est ça. Pourquoi avoir choisi l'entrepreneuriat? Disons que je dirais que c'est un mal pour un bien parce que j'ai pas réussi ma carrière de footballeur professionnel, mais ça m'a quand même emmené à voyager. C'est-à-dire que je suis parti aux États-Unis, je suis parti en Asie, donc j'ai pu maîtriser plusieurs langues, découvrir l'aspect management du football. Et puis finalement, au moment où j'ai arrêté, j'ai compris que tout cet apprentissage allait me servir par la suite. Et donc j'avais établi déjà un réseau assez conséquent dans le milieu du football. Et je me suis dit pourquoi pas me lancer dans ce milieu-là, dans le milieu du management, du football business. Et donc je me suis lancé très jeune. Je me suis aperçu d'ailleurs que j'avais très peu de concurrence au niveau de ma génération, parce que généralement on se lance à 35, 40 ans. J'avais 21 ans. Et donc du coup c'est ce qui m'a permis d'avoir un temps d'avance aujourd'hui avec la création de ma start-up qui a été une révélation et qui s'est imposée dans l'univers du football management en France. Donc vous parlez de votre start-up Galactica France. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Oui, alors Galactic France, c'est un peu un ovni dans l'univers du football consulting, c'est-à-dire que c'est une agence qui s'occupe spécifiquement des footballeurs amateurs, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas des footballeurs professionnels. Le but étant de les aider à se développer sur plusieurs points, qui est le mental, qui est le physique et qui est le football également. On s'est aperçu non seulement qu'on était seul dans l'univers des footballeurs amateurs, et qu'en plus de ça, il y avait un marché qui était vraiment conséquent. Et donc quand on s'est lancé, c'était plutôt une expérience, voir ce que ça pouvait donner. Et on s'est aperçu que en fait, c'était un immense marché. Et finalement, c'est comme ça qu'on s'est fait connaître et qu'on est devenu le leader aujourd'hui du consulting en France. Quel changement a provoqué cette start-up dans votre vie? Ça a tout changé. Ça a tout changé parce qu'on se rend compte très rapidement que beaucoup de gens nous invitent. On est invité dans un milieu parisien qui n'est pas forcément le nôtre, dans un milieu assez bourgeois, assez bobo. On nous propose des partenariats un peu partout. On commence à se faire connaître. Donc du coup, tout a changé. Donc il y a des avantages bien sûr et des inconvénients. Je dirais que les avantages ils sont liés au fait que on découvre de nouvelles personnes, forcément les fréquentations ne sont plus les mêmes. Mais il y a énormément d'inconvénients, c'est-à-dire qu'on découvre qu'on a entre guillemets, des ennemis qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, qui arrivent du jour au lendemain, spécifiquement sur les réseaux sociaux. Et puis disons que pour une personne de ma condition sociale, c'est-à-dire que je suis français d'origine arabe, et quand on est arabe en France, malheureusement, c'est plus facile pour un joueur de football ou pour un rappeur de s'imposer, de se faire connaître, plutôt qu'un arabe qui porte un costume et qui gère une start-up. Là, ça gêne, parce que malheureusement, quand on est arabe, il est impensable aujourd'hui qu'un jeune arabe en France puisse penser par lui-même, puisse créer et puisse innover. On préfère qu'il soit plus ce qu'on appelle un divertisseur, qu'il soit dans l'animation, dans le sport-spectacle, mais qu'il ne soit surtout pas dans quelque chose de plus sérieux qui serait l'entrepreneuriat et le management. Vous avez créé une fondation qui porte d'ailleurs votre nom. Qu'est-ce qui vous a attiré dans l'humanitaire et pourquoi avoir choisi l'Afrique? Pourquoi l'humanitaire? Parce que je pense que le 21e siècle est un siècle de fraternité, d'unité, se rassembler autour du même projet. Je pense qu'aujourd'hui, moi personnellement, je sais que j'ai énormément de relations de par mon parcours, de par mon expérience, qui m'a permis de connaître énormément de gens en Afrique, et j'ai compris que ces qualités-là, elles pouvaient servir au-delà du business entre guillemets et de mon travail. Elles pouvaient servir à aider mon prochain. Donc finalement, c'était logique pour moi de repartir sur un continent qui est le mien, parce que je me sens africain avant même de me sentir français.
et d'arriver en Afrique avec des bases solides et essayer de faire quelque chose sur la durée pour qu'on se souvienne aussi de moi comme quelqu'un qui a œuvré, qui a aidé son prochain plus qu'une personne qui a fait du football à un moment donné de sa vie et qui ensuite a aidé des footballeurs à jouer un peu mieux au foot. Quelle est votre vision de l'entrepreneuriat en Afrique, notamment en Algérie? Si on parle de l'Algérie, par exemple, il faut savoir qu'on est sur un pays qui a 50% de sa population qui a moins de 25 ans, donc une population qui a envie d'œuvrer, qui a envie de créer, qui a envie d'innover, des gens qui parlent toutes les langues. Hein. C'est la mondialisation aujourd'hui qui fait qu'en Algérie, vous avez des jeunes qui parlent espagnol, qui parlent allemand, qui parlent anglais, qui parlent français. Et l'État a mis en place ce qu'on appelle l'ANSEJ, donc c'est ce qu'on appelle un regroupement de crédit qui permet de pouvoir financer des projets. Mais malheureusement, ça a mal été géré, c'est-à-dire qu'on a accordé des prêts à des jeunes qui n'étaient en rien formés à la création d'entreprises, en rien formés au management d'une entreprise. Et donc du coup, finalement, ça n'a fait qu'endetter ces jeunes-là, qui se sont retrouvés endettés pour des milliers de jeunes. Et donc je pense que, je l'ai dit à un de vos confrères algériens lors d'une interview, je pense que la meilleure des choses à faire en Algérie aujourd'hui, c'est d'organiser une sorte de consortium, faire revenir la diaspora algérienne qui est absolument exceptionnelle, qui est diversifiée, du Canada jusqu'en Grande-Bretagne, passant par la France, la Chine, ils sont un peu partout, qui sont diplômés des meilleures universités au monde. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est justement de faire un appel à ces talents de l'extérieur, les faire revenir, organiser des consortiums et créer ce qu'on pourrait qualifier d'une Silicon Valley algérienne, c'est-à-dire d'un mouvement qui serait porté vers l'innovation, vers le renouveau, vers le troisième millénaire, parce qu'aujourd'hui, 97% de l'économie algérienne est portée sur les hydrocarbures, malheureusement. Et il faudrait qu'on passe au troisième millénaire et malheureusement, on attend encore, quoi. Comment pensez-vous que l'entrepreneuriat va se développer en Afrique? Par rapport à l'Afrique, vous savez, l'Afrique en elle-même, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire que les pays sont vraiment différents. Si vous allez aujourd'hui à Abidjan, par exemple, qui est la capitale économique de l'Afrique, vous avez effectivement des mouvements de jeunes entrepreneurs, vous avez des sociétés innovantes, même sur le plan médiatique. On est vraiment sur quelque chose qui est beaucoup plus occidentalisé. Puis si vous allez dans d'autres pays comme le Cameroun, comme le Nigeria, comme le Ghana, on est vraiment en retard, malheureusement. Je pense que ce qu'il faudrait organiser, c'est un peu comme sur le système algérien, c'est-à-dire d'organiser des consortiums, faire revenir tous les talents de la diaspora, qu'elle soit américaine. On voit que le chanteur Akon va en Afrique pour financer je crois qu'il est dans l'électricité, financer des projets de développement pour l'Afrique. Et donc du coup, je pense que voilà, c'est ça. Finalement, c'est un peu comme ma fondation, c'est-à-dire que le but, c'est vraiment de se retrouver en tant qu'Africain autour d'un même projet. Moi, je suis né en France, je suis occidental, je vis aujourd'hui en Angleterre, donc, mais ça ne m'empêche pas de repartir en Afrique parce que je reste africain. Et aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est vraiment faire un appel à toute la diaspora africaine, revenir en Afrique, développer des projets. Vous allez voir que l'Afrique va s'en sortir. Vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste par rapport à l'avenir économique de l'Afrique? Vous savez, moi je suis algérien, donc je suis naturellement optimiste, forcément. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire en Algérie, il y a énormément de choses à faire en Afrique. Il n'y a rien à gagner déjà en étant pessimiste. En tant qu'entrepreneur, je suis quelqu'un qui voit toujours les choses du bon côté. Je pense qu'il y a toujours de belles choses à faire. Je crois en la jeunesse, je crois particulièrement en la jeunesse africaine, en la jeunesse algérienne. Je pense qu'il faut simplement développer les projets. Et à un moment donné, il faut se retrousser les manches, s'asseoir autour d'une table et faire quelque chose pour notre continent. Être pessimiste, ça serait être fataliste et ça ne fait pas partie de mon système de valeurs. C'est difficile aujourd'hui de s'appeler Badiz Diab en France? Bien sûr que c'est compliqué. Forcément, la France est un pays particulier, c'est un pays colonial, c'est un pays qui a colonisé mon pays d'origine pendant 132 ans. Donc forcément, quand nous, Français d'origine arabe, d'origine africaine et de confession musulmane, lorsqu'on grandit en France, forcément, c'est 3 fois, 4 fois, 5 fois plus difficile que n'importe quelle autre personne dans tous les secteurs d'activité. Pourquoi c'est plus difficile? C'est plus difficile parce que il y a toujours ce regard vers l'Africain, c'est-à-dire que quand on nous regarde, on ne voit pas un Français à part entière, on ne voit pas une plus-value pour la société.
on voit simplement une personne issue de l'immigration, alors même que je suis né en France et que je maîtrise tous les systèmes de la société française. Malheureusement, c'est difficile et c'est d'ailleurs pour ça que je suis rentré, j'ai décidé d'émigrer en Angleterre. Quelle différence avec la France? Tout est différent. C'est-à-dire que j'ai découvert en Angleterre un pays qui est tolérant, qui respecte sa population d'origine immigrée et même sa population anglaise qui est là depuis 100 ans mais qui serait d'origine immigrée comme par exemple l'immigration pakistanaise. Il y a énormément de tolérance, énormément de respect envers les musulmans. C'est ce qui m'a donné envie aussi de partir. Je suis quelqu'un qui voit vraiment à long terme et j'ai compris qu'en France, malheureusement, cette laïcité 2.0 qu'on nous rabâche matin, midi et soir, elle avait pour ultime objectif finalement de combattre la tolérance. Et c'est ce qui fait que j'ai considéré qu'à un moment donné, j'étais plus fait pour rester en France, même si j'étais totalement investi dans la société française. Je paye mes impôts en France, j'ai créé des emplois en France. Mais à un moment donné, j'ai compris que je ne pouvais pas élever plus tard mes enfants dans ce pays. Je ne veux pas qu'ils grandissent plus tard comme des personnes qu'on regarderait d'un œil différent. C'est-à-dire que lorsqu'on est arabe ou musulman aujourd'hui, malheureusement, quand vous dites quelque chose, on vous prête autre chose, malheureusement. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai considéré que j'avais envie d'être respecté à ma juste valeur. Et l'Angleterre était le pays qui correspondait plus à l'homme que je suis aujourd'hui. Donc ça a finalement été un choix logique. Quel impact pensez-vous que le Brexit aura sur votre entreprise? Vous savez, avec le Brexit, on essaye de dramatiser un peu la situation, en faisant peur un peu à tout le monde, en faisant croire que l'Angleterre est en train de s'isoler de la scène internationale. Je rappelle que la Grande-Bretagne est un grand royaume, c'est un grand pays qui est très bien dirigé par des personnes très compétentes. Lorsque j'ai décidé de partir en Angleterre, j'ai contacté la Chambre des commerces et de l'industrie anglaise qui m'a très rapidement consolidé sur le fait de venir en Angleterre, de créer des emplois en Angleterre. Et donc finalement, aujourd'hui, je m'aperçois qu'il est tout aussi facile de créer une société en Angleterre, même après le Brexit, que rester en France. Mais disons que si je suis parti, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est surtout pour des raisons personnelles. Avant de conclure cet entretien, avez-vous un message à transmettre? Mon message, forcément, il est dirigé vers les Africains qui sont au pays, mais aussi vers la diaspora africaine un peu partout dans le monde qui nous écoute et qui parle français. Voilà, je les invite à revenir un peu en Afrique, ou en tout cas avoir l'idée de revenir en Afrique, parce qu'il y a énormément de choses à faire. On est en 2018, le monde a changé, le monde de l'information, tout est plus rapide. Donc je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Donc je les invite tout simplement à revenir, que ce soit dans l'humanitaire, que ce soit dans le commerce, que ce soit même dans la politique. Je les invite à revenir et à participer au développement de notre continent. Merci Monsieur Baptiste Diab. Je vous en prie. Merci de nous avoir suivis. Quant à nous, on se revoit bientôt pour une nouvelle interview. Restez avec nous sur 54 One.